avons passé par de durs moments, nous avons encore des embêtements. Et dans le pays, bien des gens vous diront, ça ne tourne pas rond. Moi, pour un peu éclairer leur ciel lourd, je dis que Paris, c'est pas fait en un jour. Et simplement, sans façon, je viens chanter cette chanson. On en sortira. On s'en tirera, comme toujours en France. Ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement. Nous pouvons convoquer l'espérance. On en sortira. Tout remarchera à brève échéance. Il y aura du bonheur et le printemps reviendra. On en sortira. Les petits oiseaux n'ont pas tout ce qu'il leur faut. Ils chantent tout de même, ils sont gais les moineaux. En attendant le soleil et l'été, il faut les imiter. On reverra les pommes frites et le beefsteak, et c'est même sûr qu'il y aura du beurre avec. Sans compter que pour l'amour, on en a déjà tous les jours. On en sortira. On s'en tirera, comme toujours en France. Ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement. Nous pouvons convoquer l'espérance. On en sortira. Tout remarchera à brève échéance. Il y aura du bonheur et le printemps reviendra. On s'en sortira. Tout remarchera à brève échéance. Il y aura du bonheur et du printemps. Je viens chanter cette chanson. On en sortira. On s'en tirera, comme toujours en France. Ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement. Nous pouvons convoquer l'espérance. On en sortira. Tout remarchera à brève échéance. D'abord, un plan d'action immédiate, qui concerne l'action de la résistance intérieure à travers l'organisation d'une insurrection armée. Ensuite, des mesures à appliquer pour la libération du territoire. Une liste de réformes ambitieuses qui visent à instaurer un nouvel ordre social et démocratique. Il s'agit de mesures politiques, comme le rétablissement de la démocratie, du suffrage universel et de la liberté de la presse. Mais aussi de mesures économiques, inspirées du planisme, avec l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, le retour à la nation de grands moyens de production. Des mesures sociales, enfin, avec le droit au travail et au repos, une augmentation des salaires, le rétablissement des libertés syndicales et surtout, un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. À la suite de la libération de Paris, en août 1944, le programme du CNR devient le guide des réformes mises en œuvre par le gouvernement provisoire. Lors des élections constituantes du 21 octobre 1945, le PCF devient le premier parti de France, avec plus de 26% des suffrages. Les trois partis qui défendent le programme du CNR, le PCF, la SFIO et le MRP, totalisent près de 75% des suffrages, ce qui les assure d'un large soutien populaire. Un gouvernement tripartite est constitué, dirigé par De Gaulle, avec la participation de ministres communistes, dont Maurice Thorez, Marcel Paul ou encore Ambroise Croizat. Le programme du CNR est au pouvoir, s'enthousiasme Louis Saillant, président du CNR. Selon l'historienne Claire Andrieux, le commencement de la guerre froide et le départ des communistes du gouvernement marquent la fin du programme du CNR, qui perd son milieu nourricier et entre dans la légende. Remis en cause dès son application, le programme concentre aujourd'hui les critiques des partisans de l'ordre néolibéral, qui dénoncent un compromis gaulo-communiste dépassé. En 2007, Denis Kessler, ancien dirigeant du MEDEF, déclarait « Le modèle social français est le pur produit du CNR. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du CNR. » De même, en 2016, Emmanuel Macron a estimé que le modèle de l'après-guerre ne marche plus. Le consensus politique, économique et social qui s'est fondé en 1945 est caduc. Pour autant, le programme du CNR reste une référence d'unité nationale et de transformation sociale ambitieuse. Un héritage de conquête sociale
qui constituent toujours le cœur du modèle social français. Nous avons passé par de durs moments, nous avons encore des embêtements, et dans le pays, bien des gens vous diront, ça ne tourne pas rond. Moi, pour un peu éclairer leur ciel lourd, je dis que Paris, c'est pas fait en un jour, et simplement, sans façon, je viens chanter cette chanson. On en sortira. On s'en tirera, comme toujours en France, ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement, nous pouvons convoquer l'espérance. On en sortira. Tout remarchera à brève échéance, il y aura du bonheur et le printemps reviendra. On en sortira. Les petits oiseaux n'ont pas tout ce qu'il leur faut, ils chantent tout de même, ils sont gais. À ceux et à celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la libération, nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, appelons les jeunes générations à faire vivre et retransmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et culturelle. 60 ans plus tard, le nazisme est vaincu grâce au sacrifice de nos frères et sœurs de la résistance et des nations unies contre la barbarie fasciste. Mais cette menace n'a pas totalement disparu et notre colère contre l'injustice est toujours intacte. Nous appelons, en conscience, à célébrer l'actualité de la résistance, non pas au profit de causes partisanes, mais pour proposer aux générations qui nous succéderont d'accomplir 3 gestes humanistes et profondément politiques au sens vrai du terme pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne jamais. Nous appelons d'abord les éducateurs, les mouvements sociaux, les collectivités publiques, les créateurs, les citoyens, les exploités, les humiliés, à célébrer ensemble l'anniversaire du programme du Conseil national de la résistance adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944 et qui préparait la sécurité sociale et les retraites généralisées, le contrôle des féodalités économiques, le droit à la culture et à l'éducation pour tous, une presse délivrée de l'argent et de la corruption, des lois sociales, ouvrières, agricoles, etc. Comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes sociales, alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était ruinée? Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Nous appelons ensuite les mouvements, partis, associations, institutions et syndicats héritiers de la résistance à dépasser les enjeux sectoriels et à se consacrer en priorité aux causes politiques des injustices et des conflits sociaux. Nous les appelons à définir ensemble un nouveau programme de résistance pour notre siècle, sachant que le fascisme
se nourrit toujours du racisme, de l'intolérance, de la guerre, qui eux-mêmes se nourrissent des injustices sociales. Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens, les grands-parents, les éducateurs, les autorités publiques à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse. Ils ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. Nous n'acceptons pas que les principaux médias soient désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la Résistance et aux ordonnances sur la presse de 1944. Plus que jamais, à ceux et à celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, résister c'est créer, créer c'est résister. Quand la rampe s'ouvre et qu'on voit ce qu'il y a en bas, c'est un choc quand même. Des ruines et des ruines, c'est lunaire. Vous avez un peu l'impression de survoler Pompéi. L'opération était un défi logistique. Il y avait une douzaine d'appareils qui partaient. Donc c'est des dizaines de militaires. L'autre souci, c'est la coopération avec Israël, puisque c'est les Israéliens qui autorisent l'accès à leur espace aérien, bien que la bande de Gaza n'est pas censée faire partie de leur espace aérien, mais en tout cas, il faut quand même traverser l'espace aérien israélien, sachant que l'espace aérien au-dessus de la bande de Gaza, c'est une zone de guerre. Théoriquement, la bande de Gaza est à une demi-heure de vol, mais l'avion faisait des tours autour de la bande de Gaza ou au-dessus de la Méditerranée, dans l'attente, je pense, de l'autorisation israélienne pour piquer et descendre, pour pouvoir larguer. Donc c'est des heures passées en l'air, et puis c'est 2 minutes en fait de passage, au-dessus de la bande de Gaza elle-même. 2 minutes, dont une séquence de 20 secondes de largage. La zone de largage était une zone peu densément peuplée, qui était une zone un peu à vocation agricole en fait. Donc il y a un peu d'espace. C'est nécessaire parce que la précision des largages est de l'ordre de 50 à 200 mètres, sachant qu'il y a des conditions météo qui entrent en jeu. Par exemple, les pilotes m'ont expliqué qu'ils avaient largué à 1 km de la zone ciblée à cause de la vitesse des vents. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est des palettes d'une tonne quand même qui sont larguées. Il y a des parachutes, mais se pose quand même la question de ce qu'il y a en bas. Par exemple, ils ont effectué au moins un vol dans le sud de la bande de Gaza. Ce qui les avait énormément inquiétés, c'est qu'en dessous, ils voyaient une mer de tentes, puisqu'il y a 1 million de réfugiés autour de la ville de Rafah. Les pilotes disaient, s'il y a une palette qui tombe sur une tente, où il y a des gens qui dorment, où il y a des enfants, c'est l'accident assuré. L'opération est spectaculaire, mais si on ramène ça au tonnage d'un camion, par exemple, on est sur une douzaine de camions. C'est absolument pas suffisant, puisque avant-guerre, il devait y avoir 500 camions quotidiennement pour ravitailler la zone. Là où, quand même, ça a une utilité, c'est que les largages ont lieu dans le nord de la bande de Gaza, qui est une région qui est complètement isolée. C'est un peu le siège dans le siège, en fait, cette zone-là, sachant qu'il y a encore un peu plus de 300 000 personnes qui sont bloquées là-bas. Il y a une part de communication parce que c'est une façon un peu de contrebalancer pour certains pays leur immobilisme au niveau diplomatique, quand même. Dans la tradition de Sciences Po, qui en général prend position, condamne les violations du droit international, ne l'a jamais fait
pour ce que Israël est en train de faire en Palestine. On demande à ce que Sciences Po le fasse. Effectivement, voir ce qui se passe aux États-Unis, maintenant en Australie, on continue et on espère que ça va prendre aussi ici en France parce que le monde universitaire a réellement un rôle à jouer dans ce qui est en train de se passer en Palestine et dans le génocide en cours. Petite intervention qui se fera en deux temps. Une sur la situation en Palestine et l'autre qui se fera sur la répression actuelle des militants et militantes qui s'occupent de la question palestinienne. Donc je commence par faire un petit bilan des victimes. Alors ça date du 26 avril. Bilan des victimes de l'agression israélienne depuis le 7 octobre. Fait état de 34 356 morts et 77 368 blessés, dont 15 780 enfants. Par ailleurs, il y a un certain nombre de disparus dont on ne peut pas donner le nombre actuellement, mais on va en découvrir au fur et à mesure. Selon un officier israélien, dans une salle d'opération cible pendant la guerre actuelle, le département du droit international de l'armée n'a jamais auparavant donné une telle approbation générale pour un degré de dommages collatéraux aussi élevé. Ils vous disent directement, vous êtes autorisé à les tuer en même temps que de nombreux civils. Chaque personne ayant porté un uniforme du Hamas au cours de l'année ou des 2 dernières années pouvait être bombardée avec 20 civils tués comme dommages collatéraux, même sans autorisation spéciale. Dans la pratique, le principe de proportionnalité n'existait pas. Dans ce calcul, il peut s'agir de 20 enfants pour un agent subalterne. Ce n'était pas vraiment le cas dans le passé. Interrogé sur la logique sécuritaire qui sous-tend cette politique, il répond « la létalité ». Donc c'est tiré d'un article de l'Humanité. Et par ailleurs, des fosses communes ont été découvertes dans 2 hôpitaux. Des corps ont été exhumés dans 2 hôpitaux de la bande de Gaza. L'armée israélienne qui est intervenue sur les lieux nie avoir creusé ces fosses communes. Des corps ont été exhumés en 2 lieux à Gaza, à l'hôpital Al-Shifa au nord et à l'hôpital Al-Nasser, le plus grand complexe au sud de la bande de Gaza. Dans l'enceinte, à l'aide de pelleteuses, la défense civile palestinienne a récupéré des corps enveloppés dans des sacs plastiques. Jeudi 25 avril, 283 corps auraient été retrouvés. Nous avons constaté que l'occupation israélienne avait creusé une fosse commune. Il y aurait des centaines de martyrs, entre 300 et 400, indique Raed Saker, membre de la défense civile palestinienne à l'hôpital Al-Nasser. Les Nations Unies s'interrogent et rapportent que certains morts avaient les mains attachées
aient été dépouillés de leurs vêtements. Et ça, c'est un article de France Info. Moi, je vais vous lire un article de l'AFPS national qui s'appelle « Acharnement meurtrier contre les camps de réfugiés en Cisjordanie ». Depuis plus d'un an, l'annexion de fait de la Cisjordanie était le principal objectif de la coalition d'extrême droite au pouvoir. Dans cette stratégie de nettoyage ethnique, certaines zones sont particulièrement visées. Le sud d'Hébron, avec Massafar Yatta, Jérusalem-Est et les camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie. En 2002, le camp de réfugiés de Jénine était qualifié par l'occupant de nid de frelons. Des attaques combinées au sol et dans les airs. Les incursions qui ont lieu chaque semaine sont méticuleusement préparées et réalisées. Si la population proteste, l'armée tire à balles réelles, comme à Jénine, le 9 novembre ou le 21 février, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. Ce jour-là, 14 Palestiniens sont arrêtés. Ces incursions peuvent durer plusieurs jours. Elles sont aussi l'occasion d'attaquer tout un camp, comme à Shufat, le 18 février dernier, en représailles contre un habitant soupçonné d'avoir agressé un colon. Ces punitions collectives prennent fréquemment la forme de destruction de la maison familiale d'un résistant identifié. La destruction de maisons comme punition collective était l'un des pires châtiments de la Grèce antique, comme mise à l'écart définitif de la société du transgresseur et de ses descendants. En Palestine, outre que cette pratique déjà courante par le passé constitue un crime de guerre, elle se concrétise par l'expulsion de la famille, contrainte au déplacement, voire à l'exil. Détruire la société palestinienne, chasser les Palestiniens et Palestiniennes de leurs terres, exterminer ceux qui résistent ou les soumettre, tel est l'objectif de la colonisation israélienne qui s'applique de la mer au Jourdain. Les destructions matérielles s'accompagnent également de tortures visant à déshumaniser les Palestiniens et les Palestiniennes. À Jénine, c'est le corps d'un Palestinien tué qui a été attaché à une voiture et traîné dans le camp. Cet acharnement morbide et violent se propage également aux villes adjacentes, au camp où l'armée d'occupation détruit les étals et les magasins. Des conséquences graves pour les enfants et la jeunesse. Les enfants sont très marqués par cette guerre qui les touche directement. Certains sont blessés ou tués et tous sont affectés par ces violences. Les massacres et destructions dans les camps de réfugiés et en Cisjordanie relèvent des mêmes armes et des mêmes méthodes qu'à Gaza. Cela procède du génocide en cours. Si Jénine est parfois qualifié par ses habitants de petit Gaza, beaucoup s'inquiètent qu'une fois le sale boulot achevé à Gaza, il ne s'étende à l'ensemble de la Cisjordanie de manière plus intensive. C'est paru dans Le Monde diplomatique. Alors moi je vais lire une tribune qui est une tribune unitaire qui est parue dans Mediapart le 25 avril, jour anniversaire de la révolution des œillets au Portugal. Contre une démocratie bâillonnée, défendons les libertés publiques. Ces derniers jours ont été marqués par une nette aggravation des atteintes à la liberté syndicale, aux libertés d'expression et de manifestation. L'accumulation convergente de divers moyens de répression et d'intimidation contre des acteurs du débat public, en raison de leur positionnement sur les termes du conflit israélo-palestinien, constitue une limitation inacceptable du pluralisme démocratique. Après l'appel à interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes lancé par Gérald Darmanin à l'automne 2023, immédiatement recadré par le Conseil d'État, des centaines d'amendes et de nombreux placements en garde à vue ont été décidés, notamment à l'encontre des personnes racisées. Les atteintes aux libertés ont désormais franchi de nouveaux caps. L'interdiction administrative, finalement suspendue, de la marche du 21 avril dernier, et l'interdiction par arrêté préfectoral
notamment pour risque de trouble à l'ordre public, d'une conférence organisée par l'association Libre Palestine. À ces interdictions s'ajoutent les convocations par les services de police de l'une de ces intervenantes, par ailleurs candidate aux élections européennes, ainsi que d'une présidente de groupe parlementaire, lesquelles interviennent après l'ouverture de plusieurs autres enquêtes judiciaires contre des militants et militantes, membres d'organisations syndicales, CGT, Solidaire, Sudrail, Sudaérien, organisations politiques aussi, pour des faits d'apologie du terrorisme. Dans ce contexte, nous exprimons notre plus vive préoccupation devant des interprétations extensives et aléatoires du délit d'apologie du terrorisme et de la notion d'ordre public, ayant pour objet ou pour effet d'intimider lourdement les militants associatifs, syndicaux ou politiques. Nous tenons ainsi à alerter l'ensemble des acteurs institutionnels concernés, de même que l'opinion publique, quant à l'existence de mécanismes de procédure bâillons ayant pour conséquence, in fine, l'éviction de certains et certaines militants associatifs, syndicaux ou politiques du débat public. L'accumulation de décisions de ce type de la part des autorités administratives, policières et judiciaires s'inscrit dans un mouvement plus large qui tente à réprimer des formes toujours plus diversifiées de contestation sociale ou politique. Ces tentatives d'intimidation se font au demeurant à l'aide d'outils juridiques toujours plus nombreux. Interdiction de manifester, garde à vue préventive, tentative de dissolution ou retrait d'agrément ou de subvention d'associations, etc. Leur dévoiement est d'ailleurs dénoncé par l'ONU, le Conseil de l'Europe, le Défenseur des droits et les organisations de défense des droits humains. Les moyens préventifs, coercitifs et répressifs ne doivent pas servir à orienter ou restreindre le débat public. Nous appelons l'ensemble des magistrats et des magistrates à redoubler de vigilance afin de ne pas réduire la justice à un outil de censure du débat démocratique, alors qu'elle est censée être le dernier rempart des libertés publiques et individuelles. Nous réaffirmons son rôle fondamental de contrôle du respect des garanties prévues par le Code de procédure pénale et par la Convention européenne des droits de l'homme, spécifiquement lorsqu'il est fait recours à des mesures privatives de liberté telles que la garde à vue. Le principe d'interprétation stricte de la loi pénale commande aux magistrats et magistrates de se prémunir contre toute interprétation extensive des textes d'incrimination de ces infractions. Nous exprimons par suite notre attachement à une conception ouverte et équilibrée de la liberté d'expression et de contestation en démocratie constitutionnellement protégée. Sont signataires de ce texte Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, Fatima et Zahra Benomar, présidente de Coude à Coude, Muriel Gilbert, déléguée générale de l'Union syndicale solidaire, Judith Krivine, présidente du syndicat des avocats de France, Kim Reflet, présidente du syndicat de la magistrature, Benoît Test, secrétaire général de la Fédération syndicale unitaire, Marie-Pierre Vieux-Martin, coprésidente de la Fondation Copernic. Pour rappel, on a des drapeaux palestiniens, pour ceux qui veulent en avoir, venez me voir. Ils sont vers moi. Et Yulie Yamamoto, porte-parole d'Attaque France. Donc on va partir en cortège. Je rappelle comme traditionnellement qu'il faut des personnes pour prendre les linceuls et tenir la banderole. C'est l'humanité qu'on a assassiné. État d'Israël, État colonial, État criminel, 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 État d'Israël, État colonial,
État criminel. Israël assassine les enfants de Palestine. 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 Assassine les enfants de Palestine. D'accord, merci. C'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza. État criminel, État d'Israël, État colonial, État criminel. État d'Israël, État colonial, Starbucks criminel, Starbucks complice, 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 Starbucks complice. Starbucks complice, 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 Starbucks complice. Honte à vous! Starbucks complice, Starbucks complice, Starbucks complice, Starbucks complice. Honte à vous! 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 Café dégueulasse! État d'Israël! État criminel! État colonial! État d'Israël! État colonial! Du peuple palestinien et vive la lutte 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 du peuple palestinien. C'est la voie de l'existence. Résistance, résistance, 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 c'est la loi de l'existence. Tahia, Tahia, Palestine. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine.
sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes, sionistes. Seuls, même en France, les étudiants de Sciences Po Paris, de Sciences Po Reims, de Sciences Po Poitiers se sont réunis et ont occupé leur école hier. À Sciences Po Paris, les CRS ont été envoyés pour évacuer le campus. Ils avaient installé des tentes, des lits, des chansons, musique, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont négocié avec la direction et que finalement, hier à 21h30, Sciences Po Paris a été évacué dans le calme et la direction s'est engagée à prévoir des conférences, débats sur le conflit Israël et le... Enfin, vous avez compris. Voilà. Bon. Donc ça, c'est à Sciences Po Paris, mais Sciences Po Poitiers les a rejoints. Sciences Po Reims aussi, et actuellement les différentes écoles Sciences Po sollicitent les étudiants pour qu'ils se manifestent en faveur de la Palestine. En même temps, aux USA, en fait, nos Sciences Po Paris ont suivi ce qui se faisait aux USA, à Columbia et dans d'autres facs des États-Unis, des tentes, des conférences sont installées et les étudiants se mobilisent pour défendre la cause palestinienne. Alors, ne nous sentons pas seuls, même si apparemment on n'est que 140. Beaucoup de gens sont avec nous. Merci. Une camarade voulait lire un texte d'Elias Sambar. Je ne sais pas si on le fait là ou si on le fait... bon, de toute évidence, elle n'est pas là. Ce que je propose, c'est... Ah si, la voilà. Donc... on a failli attendre. Oh, mais moi, je croyais pas qu'on disait ici. On peut le lire partout. Oui, oui. Non, non, je ne vais pas le lire. Je vais lire le début, t'es d'accord? Parce qu'on pourrait lire ça aussi. Mais... excusez-moi. Après, présente-toi, peut lire ça. Oui. C'était l'ancien ambassadeur à l'UNESCO pour la Palestine. I know. Bonjour. Donc, on va lire un texte d'Elias Sambar qui se nomme La dernière guerre, point d'interrogation. Palestine, 7 octobre 2023, 2 avril 2024. Elias Sambar était l'ambassadeur à l'UNESCO. Il n'a jamais été admis à l'ONU, c'est en demande. Mais là, je vais vous lire un tout petit morceau de quelque chose de très intime. Je ne me doutais pas, ni ne me rendais compte, avant d'écrire cette livraison de tracts, combien mon désir d'analyser la guerre à Gaza, mon souci de contribuer à une connaissance meilleure du drame en cours, allait me faire prendre en pleine figure un épisode difficile de ma vie, me ramener à un traumatisme que je n'ai dépassé qu'au terme de longues années de lutte intime en moi et contre moi. Je veux parler de la Nakba de 1948, quand ma mère me porta vers un exil que mes parents pensaient de courte durée. C'était un matin d'avril 1948, j'avais 14 mois, 76 ans déjà. Je vous en lis encore un petit morceau. Trou noir. J'étais partie dans les bras de ma mère à bord d'un convoi de véhicules escortés des blindés anglais qui déchargea au poste frontière de Nakoura au sud du Liban l'excédent de cargaison de femmes et d'enfants. Pour les adultes, l'exil débuta dans l'espoir d'une victoire imminente des armées arabes entrées le 15 mai en Palestine. Trop jeune pour me faire les mêmes illusions, j'eus une inflammation des paupières qui me rendit quasiment aveugle.
Mes yeux semblaient irrémédiablement clos. Ma mère, en panique, alla d'un hôpital à l'autre. Un ophtalmologue de l'hôpital allemand de Beyrouth fit le bon diagnostic. Madame, cet enfant a fermé ses yeux par réaction à votre propre peur. Il me prescrivit un collyre. Quelques semaines plus tard, je rouvris les yeux. Mon exil a commencé par un trou noir. Et encore un peu, je ne me doutais pas ni ne me rendais compte que ces guerres de Gaza allaient non me faire refermer les yeux, mais ramener l'angoisse. Celle de ma mère, celle d'un homme qui, au terme de longues années de combat pour une réconciliation historique avec ceux qui l'ont remplacé chez lui, assiste impuissant et furieux au massacre généralisé et ininterrompu des siens, au désastre de milliers d'enfants qui auront définitivement fermé les yeux. Voilà. Merci. Donc on va redémarrer. On attend que... Carrefour! 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 Israël! Assassin! Israël! Assassin! Israël! Carrefour! Complice! Carrefour! Complice! Carrefour! Complice! Carrefour! De Cisjordanie! Non! Aux colonies! Non! Aux colonies! De Cisjordanie! 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 Non! Aux colonies! Palestinien et vive la lutte du peuple palestinien et vive médias français, montrez la vérité. 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 Viva, 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 تحيا تحيا complice, KFC, complice, Israël, assassin, Israël, assassin, Occident, complice, Occident, complice, Ligue arabe, complice, Ligue arabe, complice, KFC, complice, KFC, complice, KFC, complice, KFC, complice, KFC, complice, KFC, complice, honte à vous, 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 enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on a assassiné. État criminel, État d'Israël, État colonial, 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 État criminel, État d'Israël, État colonial,
État criminel, État d'Israël, État colonial, État colonial, État criminel. On va dire. Palestine, ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas un crime de soutenir la Palestine. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. 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 C'est malheureusement habituel, mais il faut tenir. Tant que les enfants, les femmes, les vieillards, toute la population palestinienne est sous les bombes. Ça, c'est la première chose. Donc samedi 14h, esplanade des droits humains. Et réunion du collectif élargi Palestine qui, je le rappelle, rassemble 24 organisations, associations, syndicats, partis politiques. De lundi à 18h au bain-douche, n'hésitez pas, c'est ouvert, on débat, on discute, on est d'accord, pas d'accord, mais on élabore ensemble la résistance à Besançon en faveur du peuple palestinien. Maintenant je vais passer le micro à qui le veut, en attendant qu'on se sépare quand on veut. Si possible en rapport avec la cause. Sans trembler. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance, c'est la